Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Jean-François Lisée est une figure centrale de notre débat public. On connaît sa carrière de journaliste et de commentateur, qui l'amenait à écrire des ouvrages essentiels, certains d'entre eux devenant d'authentiques classiques de l'histoire politique québécoise. On connaît aussi sa carrière politique qui l'a amené à diriger le Parti québécois. On connaît peut-être moins sa carrière de conseiller politique, ou du moins, on la connaît moins en détail. C'est à cette part de lui que je m'adresserai aujourd'hui, non seulement pour retracer son parcours, mais pour comprendre ce rôle si particulier qui l'a amené à vivre de l'intérieur un des événements historiques les plus importants du Québec. Qu'est-ce que le métier de conseiller politique? C'est de cela dont je parlerai avec lui aujourd'hui. Jean-François Lisée, bonjour. Bonjour. Alors, une question toute simple. Vous êtes journaliste, vous écrivez Le Tricheur, Le Naufrageur, vous avez un long parcours à l'actualité, vous êtes correspondant à l'étranger. Et en 1994, ce sera le point de départ de notre entretien, vous rejoignez Jacques Parizeau. Dans quelles circonstances passez-vous de journaliste à conseiller, de journaliste à stratège même? La case première de ce parcours, c'est que j'étais indépendantiste. Donc, depuis mon adolescence, j'avais été membre du Parti québécois, membre de l'exécutif du Parti québécois de la région de Tetrill Mines, d'où je viens. J'avais été délégué, jeune délégué, dans un congrès du PQ en 73, si je me souviens bien. Et donc, j'étais indépendantiste. Et en 94, évidemment, la question indépendantiste, elle est centrale et l'indépendance devient possible, et même, à mon avis, probable. Et donc, je veux faire partie de l'équipe qui va faire l'indépendance du Québec. Ça, c'est la première chose. Je veux être de cette équipe et je me demande comment est-ce que je peux contribuer à cette équipe. Et il se trouve que dans les années précédentes, j'ai beaucoup lu et écrit sur le rôle des conseillers politiques américains à l'époque. Et pour les ouvrages Le Tricheur, Le Naufrageur, j'ai beaucoup interviewé les conseillers et j'ai vu l'importance qu'avaient les conseillers face à la préparation de la décision, l'interaction entre le décideur et ses conseillers, les débats entre conseillers. Et à force de les côtoyer, je me suis dit, peut-être que je pourrais être conseiller junior. Comment m'insérer dans cette équipe? Et lorsque j'ai vu M. Parizeau pour lui faire mon offre de service, elle était très limitée. Je me dis, moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je connais la presse internationale, donc je viens de passer 4 ans à Washington, j'ai passé 4 ans à Paris avant, donc je pourrais être votre porte-parole pour la presse internationale. J'avais été beaucoup commentateur sur les réseaux anglophones dans les années précédentes de 94. Donc, je dis, je pourrais aussi être votre porte-parole pour le Canada anglais. Donc, c'est ce que j'offre à table. C'est ce que j'amenais à table. C'était cette compétence-là. Dans mes livres, j'avais beaucoup parlé de la souveraineté, de son évolution, de ses arguments. Alors, je me suis dit, j'aimerais être membre de votre comité stratégique sur la souveraineté, au moins du comité de communication, parce que je pense que je pourrais faire une contribution. Alors, c'était mon offre. Alors, ce que je ne savais pas à l'époque, parce que je n'avais jamais été conseiller et je n'avais jamais été correspondant parlementaire ni à Québec ni à Ottawa. Donc, je connaissais la Maison-Blanche, le White House Press Corps et tout ça, mais je ne connaissais pas la difficulté de recrutement des conseillers politiques. Alors, donc moi, j'apportais, disons, ma liste de compétences, mais de l'autre côté de la table, eux, ils disaient, compte tenu de la compétence disponible, il est un bon candidat. Il est un meilleur candidat qu'il ne le pense. Et d'ailleurs, j'ai été catastrophé lorsque M. Parizeau m'a dit que non seulement il acceptait, parce que ça, c'était pas sûr, j'avais été très dur avec lui dans des écrits, mais qu'il voulait garder par devers lui le ministère des Relations internationales et faire de moi son chef de cabinet pour les relations internationales. Alors là, ça dépassait de loin
mon niveau de compétence. C'était une très mauvaise idée pour toutes sortes de raisons. Alors, je lui ai écrit un de mes premiers mémos pour dire il faut absolument pas faire ça. Et puis, en plus, tu peux pas demander au dernier rentré d'être de chef de cabinet. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Alors, voilà. Alors, vous voulez rejoindre l'équipe qui va faire l'indépendance du Québec. Quel poste vous assigne alors Parizeau dans les circonstances? Alors, l'équipe, la première équipe est assez restreinte. Et d'ailleurs, il y a un moment où je me dis... d'ailleurs, il y a des commentateurs. Je me souviens très bien que Michel Auger avait dit, là, maintenant qu'ils ont lisé, comme il est dangereux, ils vont le mettre dans un bureau, dans un autre étage, avec un téléphone, mais ils vont couper la ligne. Et puis là, je me dis, mais c'est peut-être vrai. Quelle certitude ai-je que je vais être... Je me pensais pas au cœur des choses. Je pensais pas être dans le premier cercle, mais être vraiment dans la game. J'avais aucune idée. Puis ces gens-là, je les connaissais très peu. Alors, c'était un scénario possible qu'ils m'avaient pris pour m'extraire du jeu, parce que si j'étais resté journaliste, peut-être que j'aurais pu poser des questions trop pointues, comme je l'avais fait dans le passé. Puis je reviens là-dessus, parce que je sais que lors d'une entrevue que M. Parizeau m'avait accordée pour l'actualité, le PQ avait émis un communiqué pour dénoncer l'entrevue, parce qu'il trouvait que les titres étaient pas bons, etc. Mais M. Parizeau avait dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Alors, je les ai mis en exergue. Mais donc, et dans les rapports entre les décideurs politiques et les journalistes, ils sont toujours gentils en public. Puis quand la porte se ferme, parfois, il y a des noms d'oiseaux. Puis il y a des gens, on les déteste. Bon, mais on leur dira pas. Alors moi, je savais, on m'avait raconté qu'après une des entrevues, quand j'étais sorti, M. Parizeau avait dit, bon, j'ai besoin d'un bon scotch, parce que je l'avais obligé à dire qu'il n'y avait aucune certitude qu'on serait dans l'ALENA après l'indépendance, et il n'y en avait pas, et il voulait minimiser la chose, mais je voulais lui faire dire que peut-être qu'on se retrouverait avec une frontière. Bon, puis il n'avait pas aimé ça que j'insiste tant que ça, mais je connaissais le dossier, donc ça lui... Bon. Alors donc, pour moi, ça aurait été possible aussi. Mais je m'en ouvre au chef de cabinet et qui me dit non, regarde, tu vas être sur notre étage, puis tu vas faire partie de la discussion. Mais ensuite, c'est très organique. Hein? C'est très organique parce que c'est à mesure. Tu fais ta place à mesure. Le décideur et son chef de cabinet voient que tu es utile, tu es productif, tu apportes des choses à table, tu identifies des problèmes, tu offres des solutions. Et petit à petit, j'ai été mené à jouer un rôle que jamais j'aurais cru que je pourrais jouer. Oui, le décideur découvre qu'il a des besoins qu'il ne se connaissait pas finalement. Oui. Ou bien, il voit qu'il y a un besoin qui est comblé. Bon, par exemple, moi, j'avais dit dans mon offre, j'ai dit peut-être, j'ai jamais écrit de discours. Jamais j'ai écrit de discours. Peut-être que je pourrais vous aider une fois de temps en temps pour un discours, parce qu'il y avait déjà des gens qui lui écrivaient des discours. Ça fait que, le jour de mon embauche, la veille de mon embauche, donc on me dit monte à Québec le lendemain de l'élection de septembre 94, et là, je suis introduit dans une rencontre de M. Parizeau, sa conjointe, quelques conseillers, où ils discutent à bâton rompu de ce que signifie l'élection, qui était très décevante. Ils avaient espéré avoir 50% du vote, ils n'en avaient que 44-45%. C'était les vainqueurs les plus déprimés que j'ai vus. Et je comprenais que ça les empêchait d'avoir un tremplin vers le 50% et que donc le degré de difficulté vers l'indépendance venait d'être exprimé dans l'urne. Et j'étais un petit peu... j'étais pas impressionné, disons, par la discussion et par certains d'entre eux. Mais le lendemain matin, donc on était en fin d'après-midi, et le lendemain matin, M. Parizeau donnait sa première conférence de presse publique. Et là, il y avait plein de monde. Il y avait encore des journalistes américains puis tout ça qui étaient là. Alors, au sortir de la rencontre, Royer, le chef de cabinet, me dit tu sais écrire, toi, Lisée? Ça fait que écris la déclaration d'ouverture de la conférence de presse. Puis là, ils s'en vont. Tout le monde s'en va. Et il me laisse tout seul devant un ordinateur pour écrire. Mais là, j'ai dit, mais quoi? Qu'est-ce que je suis censé dire? Et quand j'avais préparé un mémo comme introductif,
je me suis inspiré de mon mémo, puis j'ai dit, bon, je vais lui faire dire ce que je pense qu'il devrait dire. OK? Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai dit, quelle longueur? Ben là, comme j'ai dit souvent, ensuite, les gens qui me demandaient combien de temps le premier ministre va parler, je dis, dès qu'il aura terminé, tu le sauras. Il va prendre le temps que ça va lui prendre pour dire ce qu'il a à dire, ni plus ni moins. Et donc, c'est un texte qui était quand même assez long, où il y avait des arguments nouveaux, parce que moi, je venais pas du sérail péquiste, donc j'avais une façon différente de dire les choses. Je voulais qu'il dise quelques paragraphes en anglais, parce qu'il s'adressait aussi à la presse américaine. Et donc, lorsqu'il voit le texte le lendemain matin, d'abord, il est surpris, agréablement. Là, il fait venir Louis Bernard, qui sera son secrétaire général, pour dire, cet argument-là, là, est-ce que c'est vrai? On n'a jamais utilisé cet argument-là. Et c'était lequel? C'était sur le fait qu'il y aurait plus de droits pour la communauté anglophone dans un Québec souverain qu'il n'y en a en ce moment pour la communauté francophone dans la Constitution du Canada. Et c'est vrai parce que le programme du PQ garantissait le service public de télévision et de radio en anglais, ce qui n'est pas le cas dans la Constitution canadienne. Bon, moi, j'utilisais cet argument-là comme indépendantiste depuis un certain temps, quand je parlais beaucoup aux médias anglophones. Mais Louis Bernard est allé vérifier le programme du PQ puis la Constitution, puis il est revenu. Il dit, c'est vrai, M. Parizeau, vous pouvez dire ça. Alors, ça que là, je n'étais pas embauché, là. Je n'étais pas embauché. Donc, le premier ministre a dit 95% exactement de ce que je lui avais écrit. Sauf que je voulais qu'il débranche Grande Baleine ce jour-là, ce qui était le grand projet extrêmement controversé dans le Nord, qui nous faisait un tort considérable sur la scène internationale. Il le fera plus tard, mais il considérait qu'il ne pouvait pas faire ça ce jour-là. C'est très bien, il trouvait ça drôle. On va quand même pas annoncer ça aujourd'hui, M. Lisée. Bon, alors, et là, il fallait... là, je n'étais pas embauché, là, mais c'est comme si... donc, il était très content. Ça fait que, là, ensuite, Royer me dit, bon, monsieur Parizeau veut annoncer que tu es son conseiller à la conférence de presse. Ben là, j'ai dit, je ne suis pas embauché, on n'a pas fait la rencontre d'embauche. Et moi, j'avais une condition, comme je perdais mon droit de parole public en devenant conseiller, je voulais avoir le droit d'écouter et le droit de savoir. Alors, puis je me disais, bon, la construction, le prétexte, c'était, ben, si vous voulez que je vous conseille sur la communication souverainiste, je ne parlais pas de stratégie, là. La stratégie, c'était au-dessus de moi, là. C'était pas moi qui allais faire ça, là. Il y avait du monde plus intelligent puis plus branché que moi. Mais ce serait bien que j'assiste au Conseil des ministres pour voir quelle est la nature de la discussion. Et ça, des conseillers qui assistent au Conseil des ministres, c'est rare. Il y en a deux. Il y a le chef de cabinet et un conseiller, parfois le responsable des communications, et le secrétaire général du gouvernement et le preneur de notes, qui est un fonctionnaire. Et Royer voyait tout de suite que ça lui poserait un problème de seniorité dans son équipe. Mais moi, alors il dit non, mais ensuite, on a l'entrevue d'embauche avec le patron, puis je lui réitère cette condition. Et M. Parizeau, lui, qui n'a pas ce problème de seniorité-là, il dit bien sûr, bien sûr. Alors, c'est réglé. Et c'est là qu'on va à la conférence de presse et que les gens se demandent qu'est-ce que je fais dans la voiture de Parizeau. Parce que là, je suis dans la voiture. J'en reviens pas, moi, d'être dans la voiture de Parizeau. Je débarque, je suis à côté de lui. Là, il se demande, les autres journalistes, est-ce qu'il est en train de faire un reportage? Est-ce qu'il présente, c'est un nouveau livre? Et là, ben non. L'équipe de Parizeau dit, ben, il est conseiller. Et c'est là que je me présente comme ce que j'avais dit à Parizeau dans la rencontre d'embauche. J'ai dit, regardez, embauchez-moi pas si vous ne voulez pas que je vous dise tous les jours que la coalition n'est pas assez large pour gagner et que j'essaie de faire en sorte que la coalition soit la plus large possible. C'est pas la peine. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est pas la peine de m'embaucher. Et il me dit, Monsieur Lisée, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas l'habitude de m'entourer de nouilles. Okay? Et donc, je me présente comme, aux journalistes comme le candidat à l'ouverture. Et d'ailleurs, je dis, je n'ai pas ma carte du Parti québécois et je ne la prendrai pas. Alors là, ça crée une onde de choc chez un certain nombre de conseillers, puis que c'était bon, mais Parizeau trouvait ça très drôle. Puis ensuite, dans les négociations avec l'ADQ, ça a été un facteur aussi... bon. Et là, je termine cette longue anecdote, parce que c'est le premier jour. Le lendemain, dans tous les journaux, des applaudissements pour le discours d'ouverture de M. Parizeau. Dans la Gazette
je me souviens d'un texte, redonnez-nous notre ancien Parizeau parce que celui-là est trop dangereux. Hein? Et il y a un texte extraordinaire de Jean-V. Dufresne, qui était chroniqueur très connu à l'époque, qui est au Journal de Montréal et qui écrit que M. Parizeau a dit tout ce qu'il fallait dire. Il y a eu une excellente nomination, c'est Louis Bernard comme secrétaire général, mais le mauvais coup du jour, c'est ce Jean-François Lisée que franchement, on voit vraiment pas ce qu'il vient faire là-dedans. Et là, j'ai su que là, j'étais entré dans l'ombre. Là, j'avais perdu le contrôle de mon message et que ce serait ça mon rôle, je serais dans l'ombre. Puis mes bons coups, ce seraient les bons coups du premier ministre. Et mes mauvais coups, ce seraient mes mauvais coups. Alors, vous allez accompagner Jacques Parizeau jusqu'au référenum, évidemment. Quels sont parmi les, c'est pas trop indiscret, les conseils que vous avez donnés, les moments où vous avez pu peser véritablement dans la démarche référendaire? Il y en a quelques-uns là-dedans. On connaît l'épisode, par exemple, de la coalition avec l'ADQ et ainsi de suite. Être capable de rassembler Bouchard, Parizeau, alors qu'il était un peu disjoint à ce moment-là. Est-ce que c'est un des principaux moments d'influence dans la définition de l'option Lisée à l'intérieur de la direction péquiste? C'est un continuum. C'est un continuum parce que, donc, pour moi, c'était l'axe principal. Il fallait coaliser, il fallait élargir. Puis pour élargir, il fallait accepter qu'on soit avec des gens avec lesquels on ne partage pas la totalité des points de vue. Et ça, même si M. Parizeau est allé au London School et s'intéresse aux questions européennes, il n'avait absolument pas internalisé les conditions et les contraintes d'une coalition. Et je me souviens, lorsque l'ADQ, par exemple, publie son genre de document d'orientation sur une nouvelle constitution avec le Canada puis le partage, bon, évidemment, c'est pas l'indépendance. C'est pas leur position. L'indépendance, c'est pour eux une position de repli. C'est pas leur première position. Donc, ils parlent de leurs convictions et à leurs électeurs. Puis, M. Parizeau nous fait une grande rencontre avec plein de conseillers et se met à dire tout le mal qu'il pense de ces gens qui, de toute évidence, sont pas souverainistes, puis sont pas trop stables, puis c'est très définitif. Et je pense qu'heureusement que j'ai eu à me confronter à des figures d'autorité dans le passé, parce que la position normale à ce moment-là, ça aurait été de se taire, puis dire merci, bonjour, puis s'en aller. Surtout qu'il y avait du monde, OK? Mais Parizeau, bon, j'avais vu qu'il était capable de prendre la contradiction aussi. Puis avec lui, lorsqu'on avait un désaccord avec d'autres personnes, tu te serais dit, là, on est fâché pour 2 mois. OK? Mais lui, tous les matins, les compteurs étaient à 0. Tous les matins. Et ça, c'était extraordinaire pour créer une atmosphère de travail et de liberté de parole à l'interne. Et donc, je lui dis, bon, M. Parizeau, est-ce que vous avez terminé votre argumentaire? Oui. Est-ce qu'on peut vous contredire? Mais là, il ne peut pas dire non, évidemment. Puis il dit, bien sûr. C'est comme si c'était une insulte même de lui poser la question. Et puis là, je lui explique ce que je viens de dire. Eux c'est leur position. C'est seulement dans la négociation de la coalition qu'on va se rendre à une position commune qui doit être non négociable, la souveraineté d'abord, et seulement la souveraineté si rien ne fonctionne. Mais pour se rendre là, il est important qu'eux amènent avec eux les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est un processus. Ce serait mauvais qu'ils soient d'accord avec nous à 100% au jour 1. Puis là, c'était encore frais à notre mémoire. On dit Georges Marchais, au premier tour de l'élection présidentielle, traitait Mitterrand de traître et de capitaliste et de bourgeois jusqu'au deuxième tour où il disait à tout son monde, même si c'est un capitaliste bourgeois, il faut voter pour lui. C'est comme ça qu'on les replie vers nous. Alors, ça a été un processus assez long de le convaincre de ça en amont. Il y a un moment où il l'a réalisé. Et ensuite, dans la négociation, il était constamment sur les freins. Et c'était beaucoup de travail de le faire accepter que la coalition nécessitait, tant qu'il avait la certitude que c'était la souveraineté, puis juste la souveraineté, que tout le reste, qui était... le Canada allait dire non de toute façon. OK? Alors, bon, c'était sa conviction, c'était ma conviction. Est-ce que Mario Dumont puis Lucien Bouchard pensaient autre chose? Peut-être, mais qu'est-ce que ça coûte dans la mesure où on ne transige pas sur le fait que le Québec sera un État souverain? Qu'est-ce que ça coûte d'offrir que peut-être que les postes, on pourrait faire ça ensemble?
ils vont dire non. Alors, ça a été constant. Ça a été constant. Alors, conseiller, je reviendrai de quelques minutes ensuite sur Lucien Bouchard, mais conseiller, donc le caractère des hommes politiques, conseiller Jacques Parizeau, c'est conseiller une figure d'autorité très forte, un homme que l'on devine assez orgueilleux, un homme qui ne doute pas de sa légitimité, de son autorité, de son intelligence. Lucien Bouchard, on pourrait dire ne doute pas non plus de lui-même, mais c'est un autre type de personnalité. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, conseiller Jacques Parizeau, sur le plan du caractère? Est-ce que ça veut dire être devant quelqu'un de très bouillant, de cassant, de cérébral, qui accepte la critique? Comment doit-on l'aborder pour être entendu par lui? L'intelligence. C'est quelqu'un qui... bon, d'abord, c'est un passionné. C'est évident que c'est un passionné. Puis on le voit en privé. De toute façon, ce gars-là n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait s'il n'avait pas été passionné et émotivement très investi dans cette cause-là, de l'indépendance, mais aussi dans la cause de l'État, de l'État et de l'égalité d'opportunité. Bon. Et donc, mais il fallait lui faire une démonstration. Et puis, 2 plus 2 égale 4. Là, il disait, oui, effectivement, je n'avais pas vu ça comme ça fait 4. Lucien Bouchard, on lui disait 2 plus 2 égale 4, et il disait, oui, sur papier, mais je le sens pas. Puis peut-être que ça faisait 4 l'an dernier, puis peut-être que ça va faire 4 l'an prochain, mais pas sûr que ça fasse 4 en ce moment. Alors, c'est très déroutant pour un conseiller, alors que pour M. Parizeau, c'était faites la démonstration, proposez la solution, argumenter, beaucoup d'intelligence collective dans la construction d'une solution. Évidemment, avec le gars, M. Parizeau, qui était comme 3 décennies d'avance sur n'importe qui d'autre dans la pièce, comme connaissance des mécanismes, connaissance des rapports de force, etc., mais une éponge d'informations et une curiosité intellectuelle et un goût du débat. Et vraiment, il voulait entendre ce qu'on avait à lui dire. Ça faisait pas que ça le mettait toujours de bonne humeur. Moi, je me souviens, dans un des premiers jours, le passage de l'opposition au pouvoir, par exemple, sa première période de questions, peut-être était-il très content d'enfin occuper le siège du premier ministre, mais il ne faisait pas premier ministre. Et il avait l'air content de sa période de questions, puis on me demande après, qu'est-ce que vous en avez pensé? Puis je lui dis, ce que j'en ai pensé, c'est que le premier ministre, c'était Daniel Johnson. Donc le chef de l'opposition, l'ancien premier ministre. Puis lui, il était digne, puis il était posé, puis alors que vous étiez plutôt effervescent. Bon, alors il était très, très, très mauvaise humeur. Et le lendemain, vraiment, il s'est vraiment corrigé de façon majeure. Puis là, son attaché de presse m'appelle dans mon bureau. J'ai trouvé ça très bien. Peux-tu venir lui dire que tu as trouvé ça bon? Je lui dis certainement. Alors, je suis venu lui dire. Ouais. Alors, donc, Parizeau, très cartésien, Bouchard, beaucoup plus passionnel. Ah, beaucoup plus instinctif. Oui. Instinctif, intuitif, ruminant, beaucoup plus difficile à conseiller. Beaucoup plus difficile à conseiller. Ouais. Pourquoi? Parce que fuyant. Tu fais une démonstration, puis non. Qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un qui dit « je le sens pas ». Non, on va attendre que tu le sentes. Mais il voulait, alors que M. Parizeau, ça ne le dérangeait pas, lui, si ta proposition n'était pas retenue, il en prenait une autre, puis si tu te sentais bien ou mal, c'était pas grave, puis il avait raison. C'est pas. Alors que Bouchard, lui, il voulait nous convaincre. Alors, par exemple, sur un cas où j'avais pas réussi à le convaincre, ce qui arrivait très souvent, là, il essayait de me convaincre. Puis je dis non, de toute façon, c'est pas grave. Vous prenez la décision, nous ferons en sorte que ça devienne une très bonne décision. C'est-à-dire qu'on va arrondir les angles, on va essayer de bon. Puis, vous n'avez pas le temps d'essayer de me convaincre. On a autre chose à faire. T'sais. Alors, mais donc, il y avait cette dynamique-là qui était très différente pour Bouchard. Alors, je termine l'épisode Parizeau, justement, avant d'embrasser Bouchard pendant un peu plus longtemps.
Dans la marche jusqu'au référendum, est-ce qu'à un certain moment, vous dites qu'il y a des conseils que vous lui proposez qui vous semblent vitaux, essentiels et qui ne sont pas retenus? Vous avez l'impression à ce moment-là, ça marchera pas, je quitte, il n'y a pas moyen de s'entendre? Non, parce que à ces moments-là, il a fini par se plier à nos recommandations. Par exemple, dans le milieu de la campagne référendaire, on voit qu'on plafonne et que, moi j'avais dit depuis, je pense, la 3e semaine de conseiller, je dis, on a un problème irrésolu, c'est la place de M. Lucien Bouchard après un oui. Et tant qu'on ne résout pas ce problème-là, on va avoir un problème parce que les gens aiment mieux Bouchard que n'importe qui d'autre, y compris M. Parizeau. Et il faut l'installer dans l'imaginaire des gens qui va faire partie de l'après-oui. Et je l'avais conseillé plusieurs fois dans des mémos, dans des conversations, dans des discussions. Et ça s'est passé au moment de la campagne référendaire elle-même. Et là, on avait fait un sondage avec plusieurs hypothèses. Et l'hypothèse du négociateur en chef, c'était extraordinairement bon. Les gens votaient plus oui si Bouchard était négociateur en chef. Il fallait en convaincre d'abord M. Parizeau et M. Bouchard. À ce moment-là, c'était le bon moment. Tout le monde le sentait à ce moment-là. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être faites dans des conditions particulières qui auraient été logiquement démontrables avant ou après, mais réalisables seulement lorsque les conditions sont réunies, y compris les conditions de l'ego des acteurs. C'est vrai. Ça fait un conseiller qui ne tient pas en compte l'évolution de l'ego des acteurs ne peut pas bien conseiller. Alors, non, je pense qu'à tous les moments cruciaux où il y a eu une hésitation de M. Parizeau, il a eu l'intelligence politique de faire le bon choix, sauf, évidemment, le soir du référendum. Alors, le référendum est perdu. Lucien Bouchard remplace Jacques Parizeau. Et vous, il n'est pas entendu. Je devine que vous poursuivez presque naturellement, comme si ça va de soi. Vous vous étiez engagé dans la perspective du référendum. Il échoue. Vous poursuivez avec Bouchard. Comment se noue cette relation nouvelle? C'est pas le même homme, les circonstances sont plus les mêmes, l'horizon n'est plus le même. Qu'est-ce que ça veut dire, conseiller Lucien Bouchard dans de telles circonstances? Moi, mon rôle, c'était de faire en sorte qu'on fasse l'indépendance. Et je suis resté avec Lucien Bouchard pour le convaincre de faire l'indépendance. Et mon analyse, c'est qu'on avait mis le Canada en déséquilibre le soir du référendum, qu'on avait construit la plus grande coalition de l'histoire du Québec, qu'il nous manquait pas grand-chose et qu'on pouvait avoir un match revanche dans l'année qui suivait et que si on attendait trop, on allait perdre la fenêtre. Et donc, mon rôle, je me souviens que Royer, lui, partait puis il me dit « Ton rôle à toi, c'est ça. » Puis j'étais d'accord, c'était ça mon rôle. Et donc, j'avais vu M. Parizeau aussi pour lui demander s'il me conseillait de rester avec M. Bouchard ou non. Il m'a conseillé de rester avec M. Bouchard. Bon. Et ça a été ça mon travail, d'essayer de créer des conditions d'un nouveau référendum, d'un nouveau rendez-vous. C'était une tâche à laquelle j'ai échoué, évidemment. Avez-vous eu l'impression à un moment de pouvoir réussir? Sentiez-vous que Bouchard hésitait, basculait en 96? Je devine plus les années passent, plus ça s'éloignait. Mais avez-vous eu l'impression qu'il pouvait basculer, qu'il pouvait finalement reprendre le flambeau tel que vous l'espériez? Il y a eu deux moments. Il y a un moment qui était justement en 96 parce que le gouvernement fédéral le gouvernement chrétien décide d'appuyer Guy Bertrand, qui à ce moment-là est fédéraliste, dans la cause où il remet en question le droit du Québec à l'autodétermination. Et M. Bouchard, à ce moment-là, dit, si c'est ça, on pourrait déclencher une élection qu'il aurait gagnée avec un raz-de-marée, puisqu'il y avait plus de 60% d'intention de vote à ce moment-là, ce qui nous redonnait légalement le droit de tenir un autre référendum sur le même sujet. Moi, j'avais toujours pensé que dans des conditions historiques comme celles qu'on avait, il suffisait de modifier la loi. Mais M. Bouchard insistait pour passer par une élection. Tant mieux, on aurait eu plus de députés, il y aurait eu moins de députés libéraux. Et il a soumis cette hypothèse au Conseil des ministres, au caucus et au Bureau national du Parti québécois. On est en avril 96. Et tout le monde lui dit, on est bien fatigué.
On a eu une élection en 80, on a eu un référendum en 92, l'élection fédérale en 93, l'élection québécoise en 94, le référendum en 95. C'est qu'on est bien fatigué, mais si vous décidez qu'on y va, on va y aller. Et là, il a commis l'erreur de ne pas forcer le jeu. Parizeau aurait forcé le jeu parce que les conditions étaient réunies. Les sondages nous disaient qu'on gagnait à 56% de oui. Les fédéralistes étaient sur la défensive. Même, il y avait une majorité de Québécois qui souhaitaient un référendum, ce qui est rarissime. Les gens ne veulent pas de référendum d'habitude, mais là, ils en voulaient un. Alors, c'est une occasion qui a été manquée. Il y en a eu une autre après la crise du verglas, parce qu'après la crise du verglas, bon, d'abord, M. Bouchard est redevenu extrêmement populaire. Et il y a eu la cause à la Cour suprême sur le droit du Québec à la sécession, qui a été une catastrophe de relations publiques pour eux. Et le chef de l'opposition, Daniel Johnson, était extrêmement faible. Et donc, on avait décidé qu'au retour de Pâques, si on parle de 97, on allait déclencher une élection, qu'on allait gagner haut la main, et on faisait des calculs, surtout moi, de la tenue du référendum par la suite, parce que le thème de l'élection aurait été le droit du Québec à l'autodétermination, évidemment. Et c'est là que Daniel Johnson a donné son corps au Dominion et que Jean Charest est arrivé et a été extrêmement populaire et a cassé cette dynamique-là. Donc, il y a eu deux moments où, si on avait été plus rapide, par exemple, si M. Bouchard avait déclenché l'élection avant que M. Johnson démissionne, évidemment, il ne pouvait pas prévoir cette date-là, il ne pouvait pas prévoir cette... peut-être que l'histoire serait différente. Vous décidez finalement de quitter, je pense que c'est en 99 ou 2000. Oui, 99. Vous quittez, vous publierez ensuite Sortie de secours. Qu'est-ce qui vous amène à quitter? Vous avez l'impression que là, bon, l'indépendance ne se fera pas, donc qu'est-ce que je fais dans ce bateau? Ou c'est un désaccord stratégique tel qui fait que vous ne vous sentez plus capable de conseiller un homme dont vous ne partagez pas la vision? Ben, c'est un désaccord stratégique. J'ai dit, bon, à partir du moment où l'élection de 98, on l'a gagnée par la peau des fesses, on a même moins de voix que Charest, mais on a une majorité parlementaire, je sens qu'on a trop tardé depuis 95, et donc il n'y a plus de majorité souverainiste disponible, mais peut-être qu'il y a une autre façon, c'est-à-dire de réclamer un certain nombre de pouvoirs par voie référendaire, où là, on aura une majorité, et le refus du Canada nous permettra, à ce moment-là, de dire, ben, vous voyez, on vient de refaire l'expérience de Meach, c'est-à-dire on demande quelque chose de raisonnable, et ils nous disent non, on est fâché, on s'en va. Donc, il fallait refaire cette séquence-là, parce qu'on était trop loin de l'expérience de Meach. Chaque génération doit refaire l'expérience que la réforme du Canada n'est pas possible. Et si on ne faisait pas ça, ben ça servait à rien de faire semblant qu'on s'en allait vers un autre référendum vers la souveraineté qui n'arriverait pas parce que les conditions ne seraient pas réunies. Et donc j'ai essayé de convaincre M. Bouchard de ça. Je n'y suis pas arrivé. Donc, je me suis dit, bon, je ne peux plus écrire un discours pour M. Bouchard devant les militants faisant semblant qu'on s'en va vers la souveraineté si je ne le crois pas. Je peux pas. D'ailleurs, j'en ai fait. Le dernier que j'ai fait, j'étais dans la salle du Conseil national, j'avais mal au ventre parce que c'était faux. T'sais. Alors, je ne pouvais pas être faux. Alors, c'est mieux de m'en aller. Alors, vous avez dit, on gagne Jacques Parizeau par l'intelligence. Lucien Bouchard, je devine qu'il n'était pas étranger à l'intelligence non plus. Non. Mais quel est le point de contact avec lui pour réussir à l'amener dans votre direction? C'est difficile parce que à la fois, bon, moi je suis un social-démocrate, lui c'est un conservateur. Il y a des moments où il dérape, il y a des moments où il faut le ramener. Il y a... ça dépend. Parfois, c'est la psychologie inversée. Hein? Je vais vous donner un exemple. Bon, il est très sanguin, à la fois très intelligent, instinctif, sanguin, tout ça à la fois, ce qui est, pour ça, c'est difficile à conseiller. Puis il y a un moment où, par exemple, il est censé donner une entrevue qui a été prévue de longue date, un matin, mais il y a une nouvelle qui vient de sortir dans le journal qui est difficile à gérer, et là, il décide qu'il ne va pas donner l'entrevue. Mais c'est une entrevue à la télé, et puis son refus de donner l'entrevue serait en soi une nouvelle.
OK? Et là, l'attaché de presse essaie d'argumenter, mais il le faut, puis ils sont là, etc. Puis là, à un moment donné, je dis, ben là, arrête. Il a dit non. Il a dit non, c'est non. Va leur dire de s'en aller. Puis là, Bouchard dit, un instant, on leur dit pas de s'en aller. Ben non, mais là, il faut passer à autre chose, là. On n'a pas le temps, puis il y a une mauvaise nouvelle. Alors, va leur dire de s'en aller. Non. Alors, si on la tenait, là, qu'est-ce qu'on dirait là-dessus? T'sais? Alors, il y a de ça. Il y avait de ça. Et il vous voyait aller, là, quand vous utilisiez de telles manœuvres en tant que tel, il voyait le jeu? Oui, mais ça marchait quand même. Alors, c'est une question qui... Parce que là, vous avez eu deux grandes figures. Parizeau, Bouchard, on l'a dit, très contrastées. C'est une question qu'on pourrait presque poser de manière plus générale. Quelle est la vertu de l'excellent conseiller politique? Quelle est la qualité qu'il doit avoir? Parce que des conseillers politiques, il y en a plusieurs. Le conseiller politique qui arrive un temps pour accompagner une cause, quitte à quitter ensuite parce qu'il n'en fait pas un métier, c'est presque c'est toute la différence entre le personnel de cabinet et le conseiller de circonstance qui embrasse une cause. Quel est le trait que doit avoir le conseiller d'exception pour être capable de peser sur l'action, discerner la psychologie des hommes, être capable de mieux deviner qu'eux ce qu'ils souhaitent? Oui, c'est très divers. Hein? Et puis, parmi les conseillers, il y a les marqueurs, puis il y a les gardiens de but. T'sais? Il y a des gens qui sont toujours en mode... Moi, je suis plutôt un marqueur. Je suis toujours en mode proposition. Puis il y en a d'autres. Bon, Jacques Boivin, par exemple, lui, c'est un gardien de but. T'sais, bon, ça vaut pas la peine. Puis ça, c'est trop risqué. Puis bon, etc. Et ça prend les deux. D'ailleurs, parfois, j'allais voir Jean-Roch avant pour essayer de le convaincre. Parce que si le marqueur et le gardien de but étaient d'accord avec une recommandation, là... On fait même des coalitions entre nous pour que ça avance. Moi, j'avais un avantage sur d'autres, c'est que j'écrivais les grands discours. Alors, écrire les grands discours sont très importants parce qu'ils permettent au décideur d'organiser sa pensée, de faire le point sur là où il en est dans son travail, peu importe les dossiers, et parfois de formuler de nouvelles propositions. Et moi, comme je voulais marquer des points sur un certain nombre d'idées, je formulais des propositions dans le texte. Alors, des propositions qui parfois n'étaient pas mûres jusqu'à ce moment-là. Puis il est arrivé que M. Bouchard dise là, c'est tellement bien amené. Parce qu'il y a un argumentaire, là, qu'il l'a laissé passer. Il ne l'aurait pas laissé passer dans un mémo, dans une discussion. Alors, donc, pour M. Bouchard, qui était un littéraire, c'était très important, la force des mots, la façon dont c'était amené. Beaucoup plus que pour M. Parizeau. Alors ça, c'était une façon de le percer. Le style était important aussi. Donc, vraiment, le bon conseiller connaît son décideur, respecte son décideur, essaie de faire évoluer son décideur. Il y a des trucs, par exemple, lorsque je mettais un argument 3 fois dans un discours, il le reprenait dans ses entrevues. Lorsque j'entendais un argument que moi je trouvais intéressant dans une entrevue, je le mettais dans le discours. Donc il y avait un genre de dialogue qui se faisait comme ça. Mais il y a un moment, puis avec M. Bouchard, c'était ça, où je m'étais rendu compte que j'étais allé au maximum. Parce qu'à un moment donné, tu sais que ça sert à rien de proposer A, B, C, D parce que ça passera pas. Et puis, si A, B, C, D est essentiel à ta propre identité, bien, il y a un moment où tu te nies, où tu n'existes plus. Puis là, je me dis, là, ça suffit parce que ma valeur ajoutée n'est pas suffisante par rapport à ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et donc, il y a un moment où tu peux pas te nier davantage. Et là, comme j'avais ce désaccord stratégique dont j'ai parlé, et puis du point de vue du décideur, c'est important d'avoir plusieurs conseillers, puis qui débattent de façon honnête, intelligente devant lui. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que Louis Bernard, donc qui était secrétaire général du gouvernement, puis Royer aussi, avait indiqué en tout début de mandat que entre nous, on pouvait se dire n'importe quoi. Je veux dire, il faut que tu aies le droit de proposer des idées qui tiennent pas la route pour que tu en trouves une qui tienne la route, puis que personne te le reproche le lendemain. Hein? Cette idée de remettre les compteurs à zéro tous les jours, dans la mesure où les gens sont de qualité, il faut donner libre cours à l'intelligence collective, à la création, pour faire le tri ensuite. Et puis ça, c'était un climat de travail qui était extrêmement sain, je dirais.
On se rapproche de la fin de notre entretien. Vous avez évoqué en tout début de l'entretien, le fait que vous avez bien connu intellectuellement, vous avez étudié les grandes figures de conseillers politiques, c'est-à-dire peut-être au Québec, vous avez rencontré avec le tricheur et le naufrageur, mais dans la politique américaine aussi. Est-ce que certains d'entre eux étaient d'une manière ou de l'autre quelque chose comme une inspiration? À tout le moins, vous dites, ça, c'est le type de conseiller que j'admire, qui a fait un travail marquant, ou à tout le moins, est-ce que, au-delà même de l'admiration, ou plutôt de l'émulation, est-ce que certains d'entre vous disent, ça, c'est un type de conseiller politique essentiel, et à ma manière, j'aimerais faire quelque chose qui ressemble à ça? Ben, c'est sûr que Sorensen, pour Kennedy, c'était, disons, l'étalon or. Là. Non? Donc, la capacité d'écriture, l'intelligence, la connaissance. Bon, alors, c'était... pour ce que j'en connaissais, parce que j'avais lu The Making of a President, puis tout ça, où on parlait de son rôle. Mais, comme j'ai dit, moi, quand j'ai fait mon offre, c'était... j'ai pas dit, je veux être le principal stratège pour votre campagne référendaire. Je dis, il n'en était pas question. Moi, j'étais le dernier entré. Je dis, je peux peut-être vous aider à faire des communiqués de presse pour la presse étrangère puis donner une couple d'entrevues. Alors, j'avais pas une idée très haute de ce que j'allais accomplir et j'étais très surpris de l'ampleur du rôle que j'ai assumé en quelques mois. Ouais. Alors, des années plus tard, vous êtes devenu chef du Parti québécois. Mm-hmm. Donc, vous avez eu vos propres conseillers dans les circonstances. Ayant été vous-même conseiller et conseiller d'exception, c'est le moins qu'on puisse dire, quand vous vous êtes entouré de conseillers à ce moment-là, qu'espériez-vous chez eux? Bon, d'abord, une connaissance... Étiez-vous à la recherche de vous-même? Ah, ben non, parce que un suffit. Ce serait trop. Mais effectivement, je cherchais... et puis là, moi, j'ai beaucoup valorisé... Bon, j'étais dans l'opposition, alors les officiers, c'est-à-dire quelqu'un comme Pascal Bérubé, Carole Poirier, donc les membres seniors du caucus, ou ceux qui avaient une bonne expérience et un bon sens politique, c'est très important pour moi. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'ils m'étonnent. Étonnez-moi. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas. Montrez-moi un angle mort. Hein? Et le problème que ma chef de cabinet avait, qui était une perle absolue, France Amiot, c'était que j'étais chef et marqueur. Alors, où était le gardien de but? Hein? Alors, parfois, les conseillers étaient mon gardien de but. Puis moi, j'aurais voulu avoir plus de marqueurs. Je disais, oui, mais t'es là, toi. T'sais? Alors, voilà. Alors, je me permets néanmoins une dernière question. Quand vous étiez chef là-dedans, est-ce que c'est plus difficile? Parce que là, les circonstances historiques en 94, c'est qu'on a l'impression qu'on va vers le pays. Ouais. Les circonstances historiques, quand vous prenez la direction du Parti québécois, c'est qu'on essaie de sauver le véhicule qui va peut-être permettre d'envisager à nouveau la possibilité du pays un jour. Est-ce que c'est plus difficile dans les circonstances d'être capable d'attirer de grandes vocations, des conseillers d'envergure? Est-ce qu'on se retrouve presque inévitablement dans de telles situations avec soit du personnel de cabinet, ce qui n'est pas déshonorant mais pas la même chose, ou des militants qui sont prêts à servir mais qui ne sont pas nécessairement de la première ligue? Non, parce que la beauté d'une course au leadership, c'est que lorsqu'il y a plusieurs candidats, on voit des compétences se démarquer dans chacune des équipes. Et moi, ce que j'ai fait, c'est prendre les meilleurs de chacune des équipes, donc la mienne et des autres, pour faire une équipe qui était vraiment assez forte. Moi, je n'avais pas de difficulté avec la force des équipes. Le degré de difficulté, c'est sûr que M. Parizeau avait des sondages favorables avant son élection de 1994, puis a été porté au pouvoir. Donc, enfin, les difficultés commencent parce que tu as les leviers pour aller plus loin. Nous, il fallait avoir une stratégie qui pouvait nous porter au pouvoir et qui pouvait nous conduire au référendum. Le sentier, je pensais qu'il existait, il était assez étroit et ça n'a pas marché. Alors, je ne dirais pas que c'est parce que j'ai été mal conseillé. J'ai dit soit parce que c'était impossible, soit parce que je n'étais pas assez bon. C'est les deux seuls choix possibles. Des trois grands métiers que vous avez eus, conseiller politique, journaliste et commentateur, ou homme politique directement, dans lequel des trois vous êtes-vous senti le plus vous-même? Lequel des trois avez-vous le plus apprécié? Auteur et lu, les deux, enfin, parce que c'est le dépassement de soi. C'est vraiment le dépassement de soi. J'ai adoré. J'aurais continué. C'est pas moi qui ai quitté la politique, c'est la politique qui m'a quitté. Puis ce sont
L'important, c'est de tout donner et d'apprendre en chemin. Puis je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. Jean-François Lisée, je vous remercie infiniment pour votre passage au Démène le Monde. Merci, Mathieu. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.